L'eau est indispensable à chacun d'entre nous. C'est la molécule même de la vie. Sans eau, on ne peut survivre au-delà de quelques jours. L'eau joue donc un rôle essentiel sur la Terre. Or, on commence à mieux mesurer qu'elle pourrait manquer d'ici une vingtaine d'années à cause de la croissance démographique, mais aussi à cause de la pollution, du gaspillage, c'est-à-dire cette habitude à considérer l'eau comme un bien inépuisable. Si 71% de notre Terre est faite d'eau, 97,4% de cette eau est salée et forme les océans. Reste donc 2,6% d'eau douce. Cette eau douce est formée en majorité par les glaciers des montagnes et les glaces de l'Arctique et de l'Antarctique. Le reste provient des eaux souterraines, c'est-à-dire les nappes phréatiques, et des lacs, des rivières et des fleuves. 2,6% d'eau douce sur la Terre, donc c'est une ressource rare. Elle est renouvelable parce qu'elle est formée par le cycle de l'évaporation, nuages, pluie et neige. La quantité disponible est donc constante, c'est d'ailleurs toujours la même depuis la préhistoire, mais la population mondiale, elle, ne cesse de croître depuis à peu près 200 ans. 1 milliard d'habitants en 1800, 6 milliards en 2001. Alors pour la Banque mondiale, sur ces 6 milliards, 1,5 milliard d'habitants n'ont pas d'accès à l'eau potable et 400 millions survivent en zone de pénurie. Alors faisons un peu de prospective jusque vers 2025. Pour des pays comme la Russie, le Canada, la majeure partie de l'Amérique du Sud et de l'Afrique subsaharienne, qui disposent d'importantes réserves en eau, on ne relève pas de risque de pénurie. Ces pays utiliseront moins de 20% de leurs ressources disponibles en eau douce. Dans la majeure partie de l'Europe centrale et orientale, certaines régions des États-Unis, de l'Inde ou de la Chine, il y a risque de concurrence entre les divers usages, car l'eau sera utilisée entre 20 et 40% des ressources disponibles. Au-delà de 40%, les risques de pénurie sont élevés pour l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient, l'Asie centrale, le sud de l'Inde, la Chine du Nord et l'ouest des États-Unis. Car là, les populations utiliseront l'eau à un rythme plus rapide que le taux naturel de renouvellement. La principale cause de ces pénuries vers 2025, ce stress hydrique, comme le nomment les experts, c'est l'accroissement démographique, puisque entre 2000 et 2025, la population mondiale devrait passer de 6 à 8 milliards d'habitants. Cela donc devrait aggraver l'inégale répartition des ressources en eau, les conflits entre les usages et altérer la qualité même de l'eau. D'où les risques de tensions, voire de conflits, car la plupart des fleuves se partagent entre plusieurs pays. C'est le cas du Danube en Europe, par exemple, qui est commun à 8 pays, ou bien le bassin du Nil en Afrique, qui traverse 8 pays avant d'atteindre l'Égypte, ou bien encore le Mékong en Asie du Sud-Est, qui traverse 6 pays avant d'atteindre la mer de Chine. Alors il y a quelques 200 bassins fluviaux de ce type dans le monde, et seulement un tiers de ces fleuves sont gérés par des traités, et seuls quelques-uns ont un statut international, tel d'ailleurs justement le Danube. Eh bien ce n'est pas le cas de l'Euphrate, où la situation est tendue entre la Turquie, la Syrie et l'Irak. La Turquie, en effet, a construit depuis 1980 plusieurs barrages sur l'Euphrate, réduisant ainsi les débits d'eau en aval, c'est-à-dire en Syrie et en Irak. Ces deux pays estiment que le débit garanti est insuffisant pour leurs besoins en irrigation et la qualité des eaux, par ailleurs, serait médiocre. Donc ces deux pays veulent un nouvel accord avec la Turquie sur le partage des eaux de l'Euphrate. Dans les pays où le développement économique est dépendant de ressources hydrauliques, l'eau est devenue une arme stratégique entre pays d'amont, ici la Turquie, et pays d'aval, c'est-à-dire la Syrie et l'Irak. Plus au sud de cette région, entre Israël et les Palestiniens, se pose aussi le problème du partage des eaux. Aujourd'hui, 90% de l'eau de Cisjordanie est utilisée par Israël pour l'agriculture essentiellement, reste donc seulement 10% pour les Palestiniens. Or, les accords d'Oslo reconnaissaient le droit des Palestiniens à l'eau, mais les négociations pour rééquilibrer ce partage de l'eau n'ont pas encore abouti. Il y a donc risque sur les quantités disponibles, mais aussi sur les divers usages,
puisque l'eau est utilisée aujourd'hui dans le monde à 70% pour l'agriculture, à 20% pour l'industrie et à 10% pour la consommation domestique, c'est-à-dire pour satisfaire les besoins d'alimentation et d'hygiène. Sauf que les disparités sont grandes entre pays, car elles sont liées aux habitudes. Les besoins vitaux sont estimés en moyenne dans le monde à 50 litres d'eau par jour. Or, la consommation dépasse les 200 litres en Europe et les 500 litres en Australie ou aux États-Unis. Le problème, c'est qu'en 2025, la population mondiale sera à 60% urbaine. Et sur les 30 mégalopoles de plus de 8 millions d'habitants, 26 seront situés dans des pays en développement. Donc il faudra alimenter ces villes en eau potable, dont la consommation devrait augmenter de 40% par rapport à aujourd'hui. Il faudra aussi nourrir ces populations, donc augmenter en surface l'irrigation de 30% au minimum. Eh bien, c'est tout cela qui risque de conduire à des pénuries d'eau. Car aujourd'hui, c'est justement à l'agriculture irriguée que l'on doit la surutilisation de l'eau dans le monde. Lancée à grande échelle dans les années 60 par la Révolution verte, l'irrigation s'est développée dans les pays en développement. Or, c'est là justement qu'il y a le plus de gaspillage, car l'eau, évidemment, n'est pas recyclable. Par exemple, en Inde, en Chine, au Mexique, presque 85% de l'eau douce est consommée rien que pour l'agriculture, alors qu'on tourne autour de 20% pour la France. Et l'irrigation intensive peut aussi avoir de graves conséquences sur l'environnement, comme le montre l'exemple de la mer d'Aral en Asie centrale. Avec le développement de la culture intensive du coton au Kazakhstan, en Ouzbékistan, qui avait été lancé par l'Union soviétique, l'irrigation a peu à peu réduit le débit des fleuves Amou Daria et Sir Daria, avec des pertes considérables, car seulement 40% de l'eau prélevée parvenait jusqu'aux cultures irriguées. Conséquence, assèchement de la mer d'Aral, dont le niveau a baissé depuis 1960 de 13 mètres, et la surface a diminué de 30%. Les ports d'Aralsk et de Mouniac sont aujourd'hui à plus de 50 km de la mer. On a une augmentation de la salinité des sols, une disparition de la faune, et donc pour les populations, un abaissement des rendements agricoles, la chute des prises de la pêche et la détérioration de la qualité de l'eau potable. Justement, la qualité de l'eau, c'est le dernier facteur qui provoque des risques de pénurie. Aujourd'hui, plus de 3 millions de personnes meurent chaque année de maladies liées à l'eau. Diarrhée, choléra, ténia, fièvre typhoïde. Comme le disait Pasteur, nous buvons 90% de nos maladies. Donc si je résume cette prospective, on voit que l'eau peut être de plus en plus de mauvaise qualité, une richesse inégalement répartie dans le monde, qu'il y a des conflits pour son usage et que l'on va, dans certaines régions du monde, vers de véritables pénuries. Alors que faire ? Eh bien, en résumé, il faut modifier les pratiques agricoles, il faut réduire les fuites, aussi bien dans les réseaux de villes que dans les réseaux d'irrigation. Il va falloir prendre de plus en plus en compte le changement climatique. Un réchauffement entre 1 et 3 degrés d'ici 2100 aura des répercussions partout, mais surtout sur les ressources en eau, dans les régions arides comme la Méditerranée, l'Afrique du Nord, le Sahel. Et puis le problème est de savoir si l'eau doit avoir un prix mondial lié à un marché, comme les autres ressources naturelles, ou si elle doit demeurer un bien public, comme une source de vie, accompagnée par un droit fondamental d'accès à l'eau. Mais alors, dans ce cas-là, comment couvrir le coût des infrastructures pour conduire l'eau jusqu'au consommateur ? Eh bien, on le comprend par ce résumé, lutter pour l'eau, lutter contre la faim seront de plus en plus des combats liés en fait au maintien de la paix dans le monde.